Bonjour à tous, bienvenue. On est ravis Bon, de vous avoir. Vous êtes nombreux. Ce webinaire va donc parler d'énéagramme et comme le sujet l'indique, l'objectif sera de vous apporter un éclairage sur la compréhension des motivations profondes, des sources de stress et bien sûr afin d'optimiser un leadership qui soit tout à fait adapté. Ça nous intéresserait de savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, en quelques mots. Ce serait cool d'avoir quelques indicateurs sur le chat. Voilà, quelle est votre entreprise, votre poste, des éléments comme ça, votre zone géographique. Ça nous fera plaisir de voir un petit peu. Eh bien, écoutez, je suis accompagnée de Johan Duclos, qui est donc le fondateur de l'organisme de formation Odébi. Je te laisse te présenter, Johan. ouais. Merci Isabelle. Peut-être nous dire si le son est bon pour vous. Si vous nous voyez bien, normalement oui. Mais si vous avez des soucis, vous pouvez mettre dans le chat. On a un technicien qui pourra vous répondre. Mais visiblement, c'est OK. Alors, je suis Yoann Duclos. Je suis coach et je suis fondateur dirigeant d'Odébi. Odébi, c'était un cabinet de coaching créé en 2006. Et puis qui a évolué en une organisation où on a fédéré des coachs et on collabore donc avec des coachs comme Isa, en vue donc effectivement chacun dans son domaine d'arriver et d'apporter une transformation, qu'elle soit personnelle ou organisationnelle. Sinon, pour ma part, je vis à Bordeaux. Je suis très souvent en Rhône-Alpes. Je reviens d'une semaine, voilà, passée dans les Alpes et dans le Rhône. Et voilà, j'ai à peu près une cinquantaine de missions en intelligence collective et l'énéagramme, je le connais depuis 1998. Donc, c'est une longue passion avec l'énéagramme. Voilà, pour ma part. Ok, merci Johan. Et puis donc moi, Isabelle Blanc, donc comme indiqué, j'ai eu un titre de championne olympique en 2002, il y a bien longtemps. Je vis toujours à la montagne, on est dans l'attente de la neige là en ce moment, mais ça devrait pas tarder. Et donc je suis formée au coaching par l'organisme de Johan, Odébi, et bien entendu, on utilise l'énéagramme. Donc je connais l'énéagramme et ça m'a permis de faire des gros parallèles, vous allez le voir tout à l'heure, sur une meilleure compréhension de mes fonctionnements et notamment sur les Jeux olympiques. Donc on va passer ces 45 minutes ensemble. Donc dans le chat, j'ai vu déjà qu'il y avait des personnes qui étaient formées, enfin qui connaissaient leur énéatype et tout ça, donc c'est très intéressant. L'idée c'est que vous échangiez de façon bienveillante, toujours ouvert dans le chat, ça sera super. Et puis ce webinaire est bien sûr enregistré. Vous pourrez le voir en replay et les supports que vous allez voir là sont aussi accessibles et téléchargeables sur la plateforme. Donc, comme je vous l'ai indiqué, on va vous faire une présentation assez rapide et succincte de l'énéagramme parce que comme tout outil, il a ses spécificités. L'idée, c'est qu'on s'intéresse au travers de mon parcours, de faire un parallèle sur les 3 axes qu'on vous a donnés, qui sont effectivement les motivations profondes, les sources de stress d'un individu, donc liées au modèle de l'énéagramme, pour optimiser le leadership dans l'entreprise. Donc, dans un premier temps, on souhaitait vous soumettre un petit sondage pour vous faire participer. Donc, j'ai déjà quelques indicateurs dans le chat. Mais êtes-vous, je vais le lancer ou tu le lances Je l'ai fait. Tu l'as fait, voilà. Donc, si vous pouvez nous donner des indicateurs sur vos connaissances, sur les différents modèles de personnalité. Donc, on vous en a donné 4 qui sont le DISC, le MBTI, le ProcessCom et l'énéagramme. D'ailleurs, je vais lancer tout de suite Johan sur justement un petit tableau récap de ces 4 profils de personnalité. Ouais. Vas-y. Alors, je ne les connais pas tous aussi précisément que l'énéagramme, hein, donc mon idée n'est pas de dire que c'est moins bien. L'idée est de dire, voilà, par rapport à un certain nombre de critères, ce dont je sais que couvre par exemple le DISC, le ProcessCom et le MBTI et l'énéagramme. Et l'idée est de vous faire partager la valeur ajoutée de l'énéagramme parce que je sais, moi-même, pour avoir été donc dirigeant d'entreprise, j'ai utilisé ProcessCom, c'est beaucoup plus répandu dans le domaine de l'entreprise pour une raison très simple déjà, c'est que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc l'énéagramme a une réputation de complexité par rapport au modèle ProcessCom DISC et un peu moins par rapport à MBTI qui est déjà un peu plus évolué.
Mais la principale différence entre DISC, ProcessCom, MultiEye et l'énéagramme, c'est au niveau du comportement. Donc, les 4 modèles traitent de la personnalité et donc du comportement. L'énéagramme, lui, va aller un petit peu plus loin, puisque, en tout cas de ma connaissance, va aller sur les moteurs, les sources de stress, les peurs, les besoins, et donc ça explique justement le comportement. Donc on va déployer ça sur les slides suivantes. L'énéagramme aussi souffre donc en entreprise d'un modèle, en tout cas d'une origine un peu ésotérique, voire spirituelle, parce que l'origine est inconnue, parce qu'elle date de plusieurs siècles, et qu'on n'a pas vraiment une trace précise du temps où ça remonte, alors que les 3 autres modèles sont plutôt récents. Et à cause justement de sa figure, qui est souvent proposée comme une figure géométrique, c'est vrai qu'il y a certains courants qui vont dans quelque chose de très mystique, alors qu'en fait, si on regarde l'énéagramme précisément et comment la structure de l'ego, donc de la personnalité, est modélisée à travers l'énéagramme, en fait, on se rend compte qu'on se rapproche énormément des neurosciences. Chose aussi qu'on va développer dans les slides plus loin. Ce qui est sûr, c'est qu'avec l'énéagramme, on va beaucoup plus loin. Donc, dans la motivation, on parle d'instinct. Donc, d'instinct, il y a 3 instincts au départ qui nous amènent à des formes de pensée, qui nous amènent à des formes d'émotion et qui nous amènent à nous comporter d'une certaine façon. Il est très riche en nuances parce qu'on compte, c'est vrai, jusqu'à 16 énéatypes ou plutôt modèles de personnalité sur le MBTI. C'est celui qui est le plus important par rapport à DISC et ProcessCom. Mais si on veut aller au bout du modèle de l'énéagramme, on en a entre 18 et 27 et on peut aller encore plus loin. Donc, mais rien qu'avec déjà les 9 énéatypes, on peut déjà faire de belles choses. L'idée aussi, c'est de vous montrer l'énéagramme dans quelque chose de simple et qui se rapproche des neurosciences pour justement vous donner une appétence à ce modèle qui, à mon avis, peut nous permettre en entreprise d'aller beaucoup plus loin que, par exemple, un simple positionnement par rapport à un comportement ou par rapport à un talent d'une personne. L'énéagramme, lui, va aller plus loin en disant c'est pas parce que cette personne a ce talent et ce comportement qu'elle va forcément arriver à le mettre en œuvre de par le fait justement de différentes sources de stress, et on verra l'application concrète avec le parcours d'Isabelle. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on a 45 minutes et je pense que vous aurez des questions à la fin, mais grosso modo, voilà, je pense que vous avez pu lire aussi à travers ce commentaire. Vous aurez les slides, donc vous pourrez lire de manière plus précise. Donc, profondeur, je pense que j'ai un peu tout traité comme ça. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter sur ce tableau, Isa ? Non, justement, comme tu disais, l'idée c'est qu'ils l'aient en support, mais c'est pour donner, voilà, pour qu'ils aient des indicateurs, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent leur profil MBTI, qui sont formés au DISC ou qui connaissent déjà un peu l'énéagramme. Donc du coup là vous aurez un peu, voilà, on a tablé sur des items, enfin des critères bien précis, ça vous donnera un indicateur. C'est pas de dire qui est mieux ou moins bien, c'est dire à quoi on accède avec les uns et les autres. Et aujourd'hui, donc, effectivement, ce qu'on vous démontre, c'est que l'énéagramme, lui, a cette particularité d'aller au-delà du comportement. Donc, je vous ai préparé un schéma pour vous situer un petit peu comment nous, dans notre pratique, on utilise l'énéagramme. C'est qu'effectivement, l'énéagramme nous donne un indicateur de comportement. Et grâce à toute sa structure, on va aller voir ce qui se passe en profondeur. Et l'énéagramme, à ma connaissance, est aujourd'hui le seul outil pour l'instant qui fait apparaître les différents, les instinctifs, les mentaux, les émotionnels, donc les 3 centres, les 3 centres instinctifs. Et donc du coup, effectivement, voilà, vous avez sur un instinct de survie, c'est-à-dire ce qui est moteur chez nous, qui est lié aux neurosciences, ce qui fait qu'il va être moteur chez nous, va nous amener face à des sources de stress, face à des indicateurs extérieurs, à nous comporter d'une certaine façon, et ça va devenir des schémas répétitifs. Et donc, du coup, cet impact, on va avoir un impact du coup dans notre environnement, et on va être perçu d'une certaine relation, d'une certaine façon, qui va amener
des différences dans nos relations. Donc là, on parle effectivement de cet instinct de survie qui nous amène à avoir des mécanismes en fonction de ce qu'on rencontre dans notre environnement qui va déboucher, donc là on parle des relations dans le travail, qui va déboucher à des relations particulières et c'est ce que l'énéagramme nous permet de pointer dans les différentes interventions qu'on peut faire dans l'entreprise. Donc pour l'énéagramme, je vais essayer d'aller assez vite, mais voilà, c'est 9 types de personnalités. Donc, Johan vous parlait de cette figure. Donc, Énéa veut dire en grec 9 et gramme figure, donc 9 figures qui sont reliées entre elles. Et vous voyez donc ces 3 centres d'instinct qui sont les instinctifs, les émotionnels et les mentaux, que je vais vous décrire un petit peu plus loin. Donc, on a 9 structures d'ego avec 9 niveaux de développement. Je vous ai fait des petits dessins. Moi, je marche comme ça. J'aime bien les dessins. Et pour chaque type, 3 sous-types. Et bien sûr, l'énéagramme va aussi loin parce qu'il nous donne des clés pour évoluer et sortir de nos zones de blind spot, comme on dit. Donc, c'est assez intéressant. Juste peut-être, Isa, revenir sur 2 slides avant, parce que je vois qu'il y a des personnes qui ne connaissent aucun modèle dans le vote. Juste encore la slide d'avant, encore. Celle-ci Celle-ci, ouais. Souvent, juste un petit apport sur le côté étiquetage, ok, et dont on peut avoir l'impression quand on aborde les modèles de personnalité, que ce soit DISC, MBTI, Enneagram, etc. On peut souvent entendre dire, quand on n'est pas familier avec ces modèles, qu'on étiquette. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ces modèles ne peuvent servir uniquement qu'à dire, voilà, c'est une personne qui est comme ça, comme ça, comme ça, et donc c'est stigmatisant. Pour revenir à ce schéma, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce conditionnement dont on parle, en gros, voilà, ça conditionne une personne à ne faire que ça, etc. De toute façon, on est conditionné. On est conditionné de par notre structure de personnalité et comment on a évolué et comment est née notre personnalité. Et ça, c'est là où l'énéagramme rejoint les neurosciences sur cette construction de personnalité, parce que au départ, quand on est enfant, en fait, on est soumis à des stimuli qu'on n'est pas capable justement de traiter de manière cognitive, et donc tout se centre sur le stress et sur la peur, et on va développer des stratégies d'adaptation plus ou moins complexes en fonction donc de notre capacité cognitive. Et quand on est face à des stress, quand on est enfant, on n'a pas cette capacité cognitive, en tout cas, elle n'est pas complètement mature. Et donc, on va se défendre d'une manière ou d'une autre par rapport à ces stress. Et pour justement faire face à ces stress, on va automatiser, on va apprendre que ça égale ça, et que du coup, il faut se comporter comme ça, et ça donne finalement telle habitude. Ne serait-ce que, par exemple, quand vous conduisez, au début, vous faites attention à la conduite, comme l'embrayage, l'accélérateur, le frein, et ensuite, ce qui se passe, c'est que vous ne faites plus attention. Et donc, vous êtes dans un automatisme. Notre personnalité n'échappe pas à ça. Et donc, les modèles MBTI et autres, DISC et ProcessCom, donc, modélisent votre comportement. L'énéagramme peut aller jusqu'à expliquer tout le moteur et tout le fonctionnement et toute la construction de cette personnalité de manière assez précise. Et c'est pour ça qu'en fait, on a préféré ce modèle. Mais globalement, sur ce côté étiquetage, si vous ne connaissez pas et que ça vous donne cette impression, dites-vous que de toute façon, ce sont des modèles, pas que l'énéagramme, qui permettent de se sortir de ce conditionnement. Mais pour sortir de ce conditionnement, ça veut dire aussi identifier dans quoi on est automatisé et quelles sont nos habitudes et finalement quelles sont nos préférences de comportement par rapport à telle ou telle situation dont on n'arrive plus à revenir de manière adaptée. Voilà ce que disent ces modèles et précisément l'énéagramme. Voilà ce que je voulais dire. Oui, merci Johan. Moi j'aime bien ramener ça au sport, tout simplement. C'est que vous savez, pour ceux qui font du sport, quand on fait un geste régulier et qu'à un moment donné il faut le changer, il faut quand même prendre conscience de ce qu'on fait pour amener des modifications à ce geste. Donc là, on est sur un aspect physique, moteur, musculaire. Et bien là, on est sur un aspect psychique. Et du coup, ça revient à la même chose, en fait. C'est bien comprendre ce que je fais pour pouvoir le modifier ou le transformer. Donc, comme tu disais, effectivement, on a des indicateurs qui sont importants avec l'énéagramme. Donc, je te laisse le soin de…
Oui, alors avec l'énéagramme, on ne va pas rentrer dans les détails encore une fois, hein, parce que évidemment, ça mérite plus que 30 ou 40 minutes d'explication. Mais en gros, l'énéagramme, quand on le décortique et quand on passe à travers chaque élément ou chaque item de l'énéagramme, on parcourt donc ces différents points. Donc la peur, le besoin, le désir, donc voilà, vous l'avez sur le slide. Moi, je vais vous transformer ça en une phrase qui détermine justement notre personnalité. Et après, on rentrera dans le détail de chaque énéatype avec cette phrase. Donc en gros, parce que tout vient de cette peur au départ, une peur psychologique évidemment qui n'a aucun rapport avec une peur, je dirais, primaire. On n'est plus aujourd'hui, quoique en ce moment en danger de mort concrète, mais on a des peurs psychologiques qui naissent et qui se sont incrustées dans notre personnalité par rapport justement à quand on était enfant. Donc, en gros, il faut lire l'énéagramme de cette façon-là. En tout cas, l'énéagramme décode de cette façon-là. Donc, de peur de, donc par exemple, de peur d'être sans valeur, de peur d'être en échec, de peur d'être abandonné, pardon, de peur de séparation, voilà, ou quelque chose qu'on a vécu qui nous a fortement impacté, et par besoin donc par besoin, par exemple, de sécurité, et par désir de certitude, je vais éviter un certain comportement. Donc, par exemple, je vais éviter la déviance, toute forme de déviance. Donc, là, je suis en train de réciter un énéatype pour vous illustrer. On rentrera dans les détails après. La déviance pouvant être quelque chose, ça peut aller de quelque chose de complètement nouveau et j'ai horreur de la nouveauté, à un acte qui n'était pas conforme à ce que j'attendais ou qui a été dit, par exemple. Je cherche, en fait, donc en évitant cette compulsion, je cherche à être reconnu pour une motivation. Donc, je cherche à être reconnu pour ma droiture, pour mon côté loyal, en projetant, en procrastinant, en narcotisant, on va le voir aussi encore dans les détails. Et ma préoccupation émotionnelle, c'est ma passion. Donc là, ce que vous voyez qui est écrit, passion émotionnelle. Et mon obsession mentale, c'est la fixation. Donc, par exemple, je suis fixé sur justement ma peur. Donc, ça veut dire que je suis focus sur, et je suis très attentif sur ne pas être trahi, par exemple, sur le doute, sur la témérité. Ça peut être aussi, donc, je peux être très peureux, ou je peux être complètement téméraire, ou je peux être dans la vengeance, et je peux être dans l'excès aussi. Et donc, ça va me permettre justement de faire vivre un orgueil. Donc, un orgueil qui va être, par exemple, je vais être juste, fort et puissant, ou je vais être efficace et je vais montrer ma réussite. Ça peut être ça, l'orgueil, justement. Et un idéal, surtout. Donc, l'idéal peut être justement quelqu'un où je vais être dans l'harmonie, où je vais être travailleur, où je vais montrer que je suis un être unique. On va le voir aussi encore une fois dans le détail. Alors qu'en fait, je pourrais très bien obtenir cet idéal, non pas par un mécanisme de défense et un mécanisme automatique et un mécanisme d'ego, mais par quelque chose qui est plus épanouissant pour moi, qui est à ma portée et qui est plutôt centré sur l'humain que je suis. Et ma personnalité ne me définit pas seulement. Je suis aussi quelqu'un qui peut être dans la patience, quelqu'un qui peut être dans l'amour universel, au sens universel, quelqu'un qui peut être dans le courage et la foi. Et donc là, on commence à parler de vertu et d'idées supérieures, et c'est en ça que finalement, chaque énéatype peut atteindre une forme de résilience par rapport à ce qu'il a pu vivre dans sa vie et obtenir cet idéal d'une autre façon que celle qu'il a toujours essayé d'avoir, soit qui ne marche pas toujours, ou qui apporte une stigmatisation de ses comportements, justement, voire même un inconfort, voire aussi finalement un mal-être, quelque part, puisque si je ne l'obtiens jamais, je vais être très malheureux. Voilà. Ou si je l'impose, ça ne va pas faire de moi quelqu'un d'épanoui. Donc voilà, l'énagramme montre aussi qu'il y a un autre chemin en fonction de comment on prend la question. Et justement, avec Isa, on va vous l'illustrer à travers son expérience sportive. Oui, alors on va essayer de
de faire au mieux pour en arriver là rapidement, pour vulgariser un peu tout ça, mais il y a quand même des indicateurs importants. Donc là, sur ces 3 instincts qui sont essentiels aussi chez l'énéagramme, c'est, pour vous donner un exemple, c'est en situation de stress, donc on pourrait parler j'assiste à un accident ou une agression, quelque chose comme ça qui va me mettre en stress, et ben en fait, il va y avoir différents comportements qui se retrouvent là. Donc, sur l'aspect, une personne qui va réagir, qui va tout de suite être dans l'action et va venir en aide tout de suite et se mettre à se confronter s'il y a une bagarre. Une personne qui va être de l'émotionnel, qui va tout de suite peut-être se mettre en pleurs, en larmes parce qu'elle a peur, ou dans une colère, ou un mental qui va essayer de réfléchir à tout ce qui peut se passer, aux possibilités, aux solutions pour s'évader, pour partir de cette situation. Et en fait, ça se recoupe au fond dans chacun de nos personnalités. Et j'imagine que vous êtes déjà retrouvé dans certaines situations où vous vous êtes rendu compte qu'avec vos proches ou avec des amis, en fonction d'un certain stress, on réagit tous plus ou moins différemment avec ces trois identités sur donc ces 3 instincts, ces 3 centres d'instinct. Donc, effectivement, il y en a un qui va être plus lié, alors on parlait des neurosciences tout à l'heure, mais là, effectivement, il y en a un qui est plus dans le mental, qui est lié au cortex et qui va être beaucoup dans le « je pense », la réflexion, c'est comment je vais gérer. Un qui va être plus sur l'aspect limbique, donc l'émotionnel, et qui va être dans « je ressens », ce que je ressens, qui va être lié aussi à une émotion de tristesse. Et puis celui qui va être plus lié au reptilien, donc qui va être beaucoup plus instinctif et qui lui va être, c'est une réaction directe, j'y vais, je veux, et qui va être lié à cette émotion qui va être la colère. L'énéagramme, c'est aussi, comme on vous l'a dit, 9 niveaux de développement. Donc, finalement, si par rapport à un stress, donc là, on revient sur notre idée des sources de stress. Si j'ai un stress, plus je vais réagir avec cette structure d'ego, plus je vais aller vers des niveaux malsains et plus je vais aller vers ma vertu, mon idée supérieure, plus je vais pouvoir aller vers une voie plus saine en réaction à ces sources de stress. Plus saine pour moi, bien sûr. Dans la complexité de cet énéagramme, là, pour aller plus loin, c'est donc les ailes, les sous-types, les intégrations, désintégrations et les 3 instincts survie, tête-à-tête et social. Mais ceci, on n'a pas besoin d'aller les voir. Ce qu'on va vous démontrer, ce qu'on va vous illustrer aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Là, on va vraiment parler de ces 3 axes qui sont les sources de stress, les motivations profondes et le leadership. Donc, en gros, on vient à ce qui nous intéresse, c'est notre schéma, notre illustration de ce qu'on souhaite vous partager aujourd'hui. Donc, c'est face à des sources de stress liées à mon énéatype. Donc, on vient de voir l'énéagramme. Vous avez vu qu'il y avait 9 énéatypes. Donc, source de stress liée à mon énéatype. Je vais avoir un automatisme possible de réaction qui est très ancré en moi et qui, du coup, ne s'avère plus adapté aux situations et qui vont me bloquer. Et cet ego, c'est un ego de protection qui fait que j'ai pour habitude de réagir d'une certaine façon à certaines situations et je continue de le faire, mais je n'obtiens pas finalement ce que je cherche en réagissant comme ça. Alors, parce que je fais face à ces sources de stress avec un automatisme. Et là, au final, si on s'aligne avec ces motivations profondes, et qu'on peut réagir avec une confiance sur sa vertu, et je vais l'illustrer avec mon histoire, et bien effectivement, sa vertu et son idée supérieure, qui sont des indicateurs de l'énéagramme, eh bien, je vais pouvoir répondre aux situations de façon adaptée pour finalement évoluer sans blocage. Donc, mon histoire olympique, c'est maintenant que je vais vous en parler parce que voilà ce qui s'est passé sur les Jeux Olympiques. Donc, pour je vous donner une explication, c'est que moi, j'ai fait 3 Jeux Olympiques, mais je vais vous parler de deux éditions. Nagano, JO de 98, première fois que le snowboard est aux Jeux Olympiques. Je suis favorite, je suis préparée, tout va bien. Mais à ce moment-là, donc je fais le lien avec la source de stress. Donc comme vous voyez, il y a une chute, donc je suis passée à côté. Mais je suis quand même favorite, je suis préparée. J'ai eu les meilleures préparations physiques, mentales, rien à redire sur l'aspect du comportement, de ce que j'ai pu faire. Néanmoins, j'arrive sur ces Jeux Olympiques avec
un conflit, plusieurs conflits, mais donc 2 grands. Un premier conflit qui est entre c'est du snowboard et avant je faisais du ski alpin. C'est la première fois que le snowboard est aux Jeux Olympiques dans le grand cirque du ski blanc. Et donc j'ai une revanche à prendre sur le ski pour différentes raisons que je ne vais pas vous expliquer, mais il y a ce conflit intérieur qui est en moi. De plus, le snowboard est un sport jeune. Et il y a 2 fédérations qui se font une sorte de guérilla. Donc moi, je suis la meilleure d'une des fédérations internationales et Karine Ruby, que vous connaissez peut-être de nom, est la meilleure de l'autre fédération. Mais pour les Jeux Olympiques, c'est donc le CIO qui organise les Jeux et qui fait confiance à un des 2 organismes, qui n'est pas le mien, qui est celui dans lequel concourt Karine Ruby. Mais moi, je passe quand même les tests pour pouvoir me sélectionner. Et donc, je participe à ces Jeux Olympiques avec des sources de stress qui sont du conflit. Je me sens pas du tout en osmose avec une équipe de France ou avec mes partenaires. Je suis sous tension, je me sens seule. Et malgré toute la préparation que j'ai faite, malgré les préparations mentales, c'est pour ça que quand j'accompagne des personnes qui sont dans le sport de haut niveau, la préparation mentale est essentielle. Mais il faut aller voir plus loin sur les sources de stress et les motivations qu'il y a derrière, comment faire en sorte de ne pas se trouver bloqué comme moi, alors que j'étais bien préparée face à ce qui se jouait en moi, en bon énéatype 9, pour ceux qui le connaissent, voilà. Donc cet énéatype 9 que je suis, sous stress et compulsion, je n'ai pas réussi à finalement relever le défi des Jeux Olympiques parce que tout au long du parcours, j'avais fixé mon idée sur le fait qu'il fallait que je gagne ces Jeux pour prendre ma revanche sur le ski, pour montrer à l'autre fédération qu'on était la meilleure fédération et que finalement, tout au long du parcours, ma fixation mentale était sur « j'ai fait une faute ». Je vais passer à côté. J'ai fait une deuxième faute, je vais être ridicule. Et au final, à la fin, donc je vous ai mis l'image où finalement c'est la dernière porte. Je chute à la dernière porte, je ne me bats pas, je ne trouve pas la ressource de me battre parce que quelque part, je préfère passer à côté plutôt que d'être ridicule parce que dans ma fixation mentale, j'étais sûre que je n'allais pas avoir un bon temps. Surprise, je passe la porte du mauvais côté, je suis disqualifiée donc de la compétition, mais je passe du mauvais côté avec un temps qui est meilleur, c'est-à-dire que j'aurais pu avoir au moins une médaille d'argent si j'étais passée du bon côté. C'est vous dire à quel point, pour des choses qui sont importantes, ce qui se passe dans notre réaction au stress peut nous faire passer, enfin moi ça m'a fait passer à côté de mon histoire, en tout cas olympique. Ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, je voulais arrêter la compétition, je voulais arrêter le snowboard, j'avais honte. Et grâce à des amis, je me suis reconstruite. Et c'est bien de ça dont je reparle. Comment je me suis reconstruite pour aller sur des choses qui avaient du sens pour moi. Je me suis remise au snowboard parce que je me suis reconnectée à ce qui était essentiel pour moi, qui me motive. Et 4 ans plus tard, donc, je suis favorite, je suis préparée, mais cette fois-ci, je suis alignée. Alors, avec mes motivations profondes qui sont l'amour et l'action. Vous allez me dire, tout le monde, l'amour et l'action, ça motive tout le monde. Alors, pour l'énéatype 9, ça a une couleur un peu plus particulière. Et j'ai voulu vous illustrer ça avec cette image. C'est que là, je suis partie aux Jeux Olympiques avec une envie de créer une union et de créer un souvenir, souvent je dis ça, c'est créer un souvenir qui va lier les gens, autant dans ma station, dans ma famille. Après, je n'avais pas idée de ce que ça allait générer au niveau national, parce qu'effectivement, les Jeux Olympiques sont suivis au niveau national par fort intérêt. Mais là, moi, dans mon esprit, je suis partie pour gagner. Je me sentais une actrice, un élément ou un leader, un élément actrice d'un événement qui allait unir les gens. Et ça m'a mis en action. C'est-à-dire que on oublie les revanches, c'était pas ça qui était important, c'était juste que je me mette mon talent de sportive au service de quelque chose qui était plus grand que moi et qui m'anime et qui est une motivation profonde, c'est-à-dire d'unir les gens. Et donc là, j'ai trouvé mon alignement. Et tout ce parcours pendant 4 ans, effectivement, j'ai eu un accompagnement par une psychologue. J'ai refait beaucoup de choses qui étaient en lien avec ce qui m'animait, de la musique qui unit les gens. Vous voyez, on retrouve des randonnées en montagne avec des amis qui m'unissent avec les autres. Ce besoin d'être entouré et d'être unis. Donc, pour l'énéatype 9, voilà ce que ça donne.
Donc, l'important pour les nés à type 9, c'est de dire que je suis facile à vivre et calme. Je vous le confirme, je suis facile à vivre et je suis calme en général. Et face à une source de stress qui pourrait être forte, donc comme on l'a vu là, le conflit, la désunion, la tension, la solitude, j'aurais tendance, donc là sur Nagano, c'est ce qui s'est passé, pour éviter le conflit, je vais avoir un manque d'initiative, un engourdissement émotionnel, aussi des difficultés à me positionner, à exprimer mes opinions. Je vais perdre un petit peu mon identité parce qu'effectivement, vous voyez sur Nagano, finalement, je suis dans un esprit de revanche entre deux fédérations, enfin, tout se mélange et finalement, je ne fais pas que ce que je suis. En fait, je suis là pour unir les gens et partager un moment avec eux, même avec une compétition. Et je vais avoir une certaine résistance au changement. Et du coup, je vais m'isoler, je vais être plutôt renfermée. Et effectivement, quand je reparle de ces Jeux Olympiques à Nagano, alors au-delà de cette chute qui m'a marquée, j'avais le sentiment d'être très seule et très isolée. Alors que vis-à-vis des autres camarades, c'était pas le cas certainement pour eux, vis-à-vis de moi. Mais moi, à l'intérieur de moi, j'avais ce sentiment-là. Pour les Jeux de Salt Lake City, grâce au travail que j'ai fait avec mon accompagnatrice, ma psychothérapeute, eh bien, j'ai recréé un environnement. Donc là, j'ai été initiatrice de recréer un groupe autour de moi en prenant un préparateur mental, un ostéo, donc je prenais des cours de chant aussi un peu énergétiques. Enfin, je me suis entourée des choses qui me semblaient bien et j'ai créé une équipe et je suis devenue un leader de cette équipe. Et malgré tout, moi qui ai peur du conflit, dans les personnalités que je prenais, qui sont toutes indépendantes, eh bien, il pouvait y avoir des conflits. Mais là, dans ce que j'étais en train de programmer, dans ma motivation, dans ce que je voyais dans les Jeux Olympiques de Salt Lake City, finalement, même sous stress, avec des conflits ou des tensions qui pouvaient y avoir entre ces personnalités, c'était plus un problème. Parce que j'étais axée sur quelque chose qui était de quoi qu'il arrive, même s'ils sont en conflit, ça gêne pas parce que ce qui se passe entre nous est bon. Et j'étais dans cet amour, finalement, je ne participais plus au conflit, mais je devenais finalement un médiateur sans m'isoler. Je m'exposais, je prenais des initiatives et j'ai réussi à gérer jusqu'aux Jeux Olympiques ces difficultés d'entente entre certaines personnes, jusqu'à même avoir moi un conflit presque direct avec mon entraîneur. Je vous donne la petite histoire parce que c'est assez comique. 3 jours avant les Jeux Olympiques, moi j'avais décidé avec mon préparateur physique, donc le préparateur physique n'était pas forcément en bonne entente avec mon entraîneur sur la neige, donc j'avais décidé de ne pas m'entraîner la veille de la course. Et mon entraîneur de la neige souhaitait que j'aille sur la neige la veille de la course. Donc là, dans un stress que je n'aurais pas su gérer, pas en lien avec mes motivations profondes, j'aurais certainement dit oui en étant revancharde, en vivant le conflit, en m'engourdissant, en m'oubliant, et finalement, je n'aurais pas été dans l'énergie qu'il aurait fallu. Or là, grâce à tout ce travail d'alignement que j'ai fait face à ce qui m'animait, eh bien, le conflit, j'ai su le gérer. C'est-à-dire que ce n'était pas un problème. J'ai réussi à me positionner et à expliquer à mon entraîneur que c'était pas un souci et ça ne m'a pas atteint. Et j'ai pu faire les Jeux Olympiques et les gagner quand même. Tout ça pour vous dire qu'au final, on ne va pas changer les sources de stress. On va accompagner à trouver des solutions justes qui vont quand même nous permettre d'avancer face à des sources de stress, plutôt que d'aller dans un ego de protection et d'automatisme qui souvent nous emmène à l'opposé de ce qu'on souhaite réellement. Moi, je souhaite unir les gens. Quand je réagis au stress en m'isolant, en m'oubliant et en n'étant pas présente, en oubliant mon identité, en étant résistante, je ne crée pas ça. Alors que quand je suis dans la confiance de finalement l'amour qui peut se générer universel, alors encore une fois, le mot amour est un petit peu… mais c'est ce que je ressens moi. Et en tant qu'aînée à type 9, je ne sais pas s'il y a des personnes qui se reconnaissent dans les à type 9, mais voilà ce qu'on ressent au fond de ces tripes. Et je dis tripes, c'est pas par hasard, parce que les tripes, c'est les instinctifs. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont intéressantes à décrypter. Eh bien, voilà ce qui s'est passé pour mon parcours
olympique. Et c'est ce que j'essaye de mettre en place chaque jour, parce que toute nouvelle situation est amenée à avoir un nouveau stress. N'est-ce pas, Johan? Je te remercie. On a encore travaillé il n'y a pas longtemps. Et ben, tout nouveau stress peut amener à encore peut-être s'éloigner parfois de ce qui est essentiel et ce qui va faire qu'on va vraiment obtenir ce que l'on souhaite pour devenir finalement un leader, quel qu'on soit, dans une entreprise, dans une famille, dans un groupe d'amis, finalement un leader éclairé qui va, donc pour moi, l'aîné à type 9, devenir plus diplomate, inclusif, encourageant et surtout dans l'action. Donc voilà pour mon exemple. On va passer à l'énéatype. Donc on va essayer d'aller rapidement sur les différents énéatypes. Ouais. Avec deux choses peut-être à dire, juste pour les personnes qui connaissent l'énéagramme. C'est une présentation un peu revisitée que l'on fait. Donc, si vous attendiez à une présentation de l'énéagramme, c'est justement telle quelle avec les flèches et tout ça. Ben non, en fait, l'idée, c'est de montrer en quoi ça peut être une opportunité d'opter pour l'énéagramme en entreprise, premièrement. Deuxièmement, c'est au niveau des usages. C'est-à-dire que quand on fait un modèle de personnalité, que ce soit DISC, ProcessCom ou autre, et qu'on l'implémente dans l'entreprise, en général, ça donne quoi? Ben, par exemple, OK, je suis promoteur ou travailloman dans ProcessCom. Excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas, mais je ne vais pas faire l'entièreté du truc. Ou alors du DISC, dominance, influence, ou alors MBTI si je suis auxiliateur, performeur, etc. En général, qu'est-ce qu'on en fait de ça? On dit, OK, voilà comment il faut communiquer avec lui et voilà éventuellement où son talent pourrait s'exprimer. Eh bien, ça, c'est oublier ce que vient de vous expliquer Isa, c'est-à-dire les sources de stress. C'est-à-dire que ce talent ne pourra pas s'exprimer si cette personne est au contact de ses sources de stress. Et c'est ça qu'on veut vous faire passer, parce que l'énéagramme permet justement de détecter toute la mécanique qui amène justement à ne pas pouvoir exprimer son talent et le comportement que l'on a identifié et pour lequel on a placé la personne à tel ou tel endroit, ou qu'on a peut-être même requalifié ou repositionné, ce qui peut avoir des coûts importants. Voilà, à travers l'histoire d'Isa, ce qu'on a dit. Donc, type 1, pour faire le tour rapidement, en 10 minutes. Isa, on ne t'entend plus. Pardon, il reste 6 minutes pour faire... Peut-être j'accélère, je montre des exemples. Peut-être je vous laisse lire et je vous donne des exemples de personnes. Bon, voilà, toute ressemblance avec et évidemment fortuite. Donc, imaginez pour l'énéa type 1, qui est droit et travailleur. Et on va imaginer Claire, qui est cadre dans une entreprise et qui est frustrée par le manque d'efficacité des procédures existantes. Voilà. Donc ça, c'est son truc, d'être dans le perfectionnement. Et elle peut se sentir stressée par le chaos apparent. Et donc, du coup, tomber justement dans de la rigidité, de l'isolement social, du manque de satisfaction et de l'épuisement, alors qu'en fait, elle est faite pour ce job. Et là, l'idée, c'est que plutôt de se centrer justement sur tout ce qu'elle va voir qui n'est pas conforme, qui n'est pas donc adapté à la qualité qui a été dit, etc., mais peut-être qu'au lieu de s'impatienter justement face à toutes ces imperfections, peut-être qu'elle pourrait adopter une approche un peu plus patiente, voilà, pour peaufiner chaque détail, et garantir que les projets soient menés à bien avec excellence. Évidemment, tout ça, c'est un sacré cheminement. Et ce chemin, si elle arrive justement, comme Isa l'a fait, à le mettre en route, eh bien, il se pourrait effectivement qu'on obtient la quintessence finalement de ces qualités et qu'elle finalement livre exactement ce pourquoi elle est faite, avec justement beaucoup d'enthousiasme. Et là, du coup, devenir un leader éclairé en dirigeant, par exemple, en étant patient, en visant l'excellence, juste, elle ne le perdra pas, mais plutôt que de se centrer sur un chemin en fait, qui va la mettre face à tous ses stress, eh bien, plutôt se centrer sur ses motivations pour laisser émerger tout ça. Voilà pour l'énéa type 1. On va passer énéa type 2. Tu veux le faire, Isa, ou je le fais? Vas-y. Ok. Énéa type 2. On va prendre par exemple, donc c'est type 2, c'est l'altruiste. Bon, il y a plusieurs thèmes, plusieurs noms qu'on peut donner, mais effectivement, on peut imaginer, tiens, pour une fois, un homme, Thomas, en énéa type 2,
qui est manager d'une équipe et qui se sent stressé parce que son équipe est surchargée et qu'il ne peut pas aider tout le monde. Voilà, donc en gros, lui, son truc, c'est d'encourager, d'être attentif, de générer une osmose qui est bien, de se sentir utile, etc. Mais en fait, il est face justement à une impossibilité technique, il y a des contraintes et il ne peut pas le faire. Et finalement, il va se centrer sur ne pas se... En fait, il va voir qu'il ne se sent pas apprécié, il va voir que finalement, il est en difficulté, il va voir qu'il n'a pas le retour de son investissement, que tout ce qu'il fait n'est pas reconnu parce qu'il n'obtient pas des remerciements, parce qu'être utile, c'est aussi vouloir être reconnu. Et plutôt que de se centrer et de voir justement toutes ces problématiques, l'idée, c'est finalement qu'il arrive à créer un environnement où chaque collaborateur va pouvoir se sentir libre, lui-même aussi se sentir libre de pouvoir apporter ou pas son aide, de s'exprimer, d'exprimer surtout ce dont il a besoin, y compris avoir de la reconnaissance, y compris avoir une évaluation de ce qu'il fait et si c'est apprécié ou pas, et de contribuer à sa façon et de manière significative, mais aussi singulière, et pas prendre l'entièreté et la charge de tout le monde sur ses épaules pour arriver à livrer. Et donc ça va lui permettre justement d'être encourageant, attentif, d'accompagner l'autonomie, plutôt que d'être de la négligence de soi au profit des autres, donc du coup de se sentir exclu, de se sentir rejeté, d'être face à cette peur de rejet, et d'être dans des comportements excessifs, compulsifs, qui va l'amener peut-être à être dithyrambique et peut-être aller jusqu'à la tyrannie de ces personnes, alors qu'en fait, de ses collaborateurs, alors qu'en fait, il les aime et qu'il a envie de tout faire pour eux. Voilà pour l'ENA type 2. Et le 3. ENA type 3. ENA type 3, c'est le battant. C'est le faiseur ou l'exécutif dans d'autres modèles, d'autres courants de l'énéagramme. Donc, on va prendre par exemple Leïla, qui est directrice commerciale et qui ressent du stress lorsque justement elle se retrouve en échec, lorsqu'elle n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Et donc là, justement, elle va aller encore plus loin, encore plus vite, elle va mettre encore plus d'intensité, elle va rentrer dans la compétition. Et ce qui va faire qu'elle va perdre des personnes et probablement être dans une relation bidirectionnelle, c'est-à-dire si tu es OK et si tu as tes objectifs, eh bien, je te parle. Si tu n'es pas du tout dans les objectifs, si tu ne fais pas à la vitesse où je veux, je ne te parle pas et je t'ignore. Et donc, du coup, ça donne donc des dissonances comportementales importantes, alors qu'en fait, si cette personne se centre justement sur l'authenticité de ce qu'elle vit à travers justement l'échec, la non-atteinte des objectifs, et qu'elle le partage en montrant aussi l'exemple à travers ce qu'elle vit et ce qu'elle traverse, en partageant ses émotions, en étant justement véritable et transparente dans sa communication, et qu'elle traite de la même façon les personnes qui sont à la rue par rapport aux objectifs de ceux qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Eh bien, effectivement, elle va garder cette personne, Leïla va garder cette motivation, cette exemplarité, cette compétitivité, mais en prenant en compte justement les personnes qui ne sont pas dans cet élan. Et justement, elle va gagner en authenticité. C'est quoi l'espérance? Vous voyez peut-être le mot espérance, c'est la prise en compte du tout, et donc des personnes qui peuvent être en échec, qui peuvent justement être par moments inefficaces. Elle va chercher à comprendre ce qui peut les mener à l'inefficacité, et elle va développer des comportements qu'apparemment elle ne saurait pas mettre en œuvre, alors qu'en fait, elle est tout à fait capable, parce que nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas cantonnés et réduits à un petit comportement. J'avance. Allez, il y a encore 2-3 minutes. Vous nous accordez un peu de temps, comme ça on peut finir les types au moins. L'ENA type 4, c'est le romantique. Donc voilà, son leadership éclairé, ça va être créatif, passionné, etc. Donc on peut imaginer un designer, par exemple, dans une agence, qui se sent frustré lorsque ses idées sont jugées
trop à l'écart, trop marginal. Alors, donc, il va se sentir incompris, il va se sentir comme tous les autres. Il va être face à ces sources de stress, donc il va se sentir inadéquat. Alors qu'en fait, il faudrait qu'il fasse un pas de côté et que justement, il sache justement aborder les critiques de manière constructive. Donc, on parle d'équanimité là à ce moment-là, qui sache que sa perspective unique et sa sensibilité singulière, c'est sa plus grande force, mais qu'il ne le fasse pas dans une démarche d'être à part et d'être à l'écart, mais comment dire, d'être une valeur ajoutée et faire en sorte que tout le monde apprécie. Donc, ça veut dire aussi tenir compte de ce que les autres ont besoin et de ce que les autres veulent. Et donc là, effectivement, il va atteindre justement cette profondeur et savoir exprimer le sens en fait de ce qu'il ressent. L'ENA type 5, donc là on rentre dans le centre mental, on vient de parler du 2, 3, 4 des centres émotionnels dont la question principale c'est qui suis-je. On va rentrer là dans les centres mentaux avec la question principale autour de il faut que je comprenne. Donc l'ENA type 5, on va prendre un cliché, hein, voilà, on va dire Alice, qui est ingénieure en recherche et développement, qui se sent dépassée par les demandes constantes de ses collègues et qui donc en fait voilà, est débordée par le stress, par la surinvestigation de ses collègues de travail. Donc elle va se sentir incompétente parce que justement elle est envahie de quelque chose qu'elle ne peut pas comprendre, puisque elle, son truc, c'est de connaître, c'est d'être orientée sur l'omniscience, sur l'information, sur les connaissances. Et c'est à partir de là, justement, ce sont ces motivations qui vont lui permettre justement de sortir comment dire, de son isolement, de son retrait, de son stress et de son anxiété qu'elle peut ressentir par rapport à cet envahissement. Et c'est de cette façon-là qu'elle va aborder les sujets sans préjugés, qu'elle va être innovante, qu'elle va pouvoir faire part de toute sa science à ses collègues et justement leur permettre de comprendre ce qu'elle, finalement, elle a engrammé dans son cerveau et de devenir cette forme de leadership éclairé. Pour le négatif 6, on est toujours chez les mentaux. Donc, je suis loyal, donc on est chez le loyaliste. Hein, on va dire, par exemple, aussi un cliché, hein, responsable RH, par exemple. On parle de Nicolas qui se sent anxieux face au changement constant dans la direction de son entreprise. Et donc, en gros, lui, son truc, c'est d'être sécure, c'est d'avoir que tout soit prévisible. Et donc, il projette pour anticiper, pour être sûr et certain que ce sera comme ça et que le fait que ce soit comme ça, ça lui permet donc d'être en sécurité. Et donc, si effectivement on vient changer plusieurs fois, que les projets ne sont pas calés ou que ça laisse place à de l'incertitude, ça va le mettre en stress. Alors que justement, l'idée pour lui, ce serait de faire ce pas de côté et de se dire, tiens, j'ai foi en ce qui va se passer, j'ai confiance, j'ai le courage. Et donc, d'être dans ses vertus et dans sa idée supérieure, tout en gardant à l'esprit d'être loyal, ça va l'amener dans un leadership de confiance responsable, une personne qui tient la baraque et qui n'a pas peur. Et du coup, ça va l'amener à donner de la confiance, alors qu'en fait, en source de stress, il va justement très inquiéter son entourage. Voilà pour le 6. Le 7, c'est l'épicurien, donc toujours, hein, on est toujours dans le mental. Lui, son truc, c'est justement la liberté, le plaisir, des nouvelles expériences, au contraire de l'ENA type 6. Donc, ça peut créer des tensions au sein de l'entreprise, mais on va imaginer un responsable marketing donc qui se sent piégé par les routines monotones, les processus dans son travail, qui l'enferment, qui le contraint et qui l'amène à l'ennui, qui l'amène à avoir véritablement une douleur émotionnelle, qui le limite dans ses possibilités, et là, il ne va pas être OK. Et donc, effectivement, lui, son truc, c'est l'ouverture, la joie, la tempérance, et là, le pas de côté qu'il doit faire, lui, c'est de se dire que, en fait, même si je peux avoir une équipe qui peut rester concentrée dans ses processus, mais je peux garder une perspective positive, parce qu'il y a du positif dans le fait d'avoir des process, d'avoir même dans quelque chose de formel, de formalisé, de normé. Je peux trouver finalement quelque chose de positif à ça. Et donc, je vais être enthousiaste, je vais être innovant, je vais être
je vais être travailleur. Si j'arrive à faire ce pas de côté. Et Énéatype 8 pour finir. On a quelques minutes de retard, mais ça nous... Donc lui, c'est le chef, entre guillemets, le protecteur. Je suis fort, je suis juste. Et ce que je veux, c'est justement... donc on va imaginer, pareil, un cliché, hein, c'est un PDG. Donc qui supporte pas qui supporte pas et qui se sent menacé par l'environnement, que ce soit l'État, la concurrence. Et lui, son truc, c'est de protéger et de contrôler. Et évidemment, il est victime d'injonctions qu'il ne maîtrise pas et ça le met en stress. Ça lui montre qu'en fait, il ne maîtrise pas. Ça lui montre que le monde est injuste et que finalement, il est faible. Et lui, son truc, c'est ce qu'il veut, c'est être reconnu pour sa force. Il veut être dans le contrôle. En tout cas, ce qu'il a besoin, c'est justement d'approcher les défis avec une certaine innocence, de lâcher prise. Ben ça, je ne peux pas contrôler. Je vais me concentrer uniquement sur ce qu'on peut et ce qui n'est pas contrôlable, je vais finalement le lâcher. Je vais valoriser la diversité et l'inclusion. Je vais être dans l'altérité, c'est-à-dire la prise en compte de l'autre, donc ce qui m'amène une forme d'innocence. Et ce qui m'amène finalement à développer un leadership d'ouverture, de valorisation, de diversité et de me concentrer sur ce que je peux concentrer en faisant participer et contribuer mes collaborateurs et en arrêtant de vouloir faire ma loi parce que, bien évidemment, c'est complètement étriqué comme vision. Voilà une présentation complètement revisitée de l'énéagramme adaptée à l'entreprise pour vous montrer que ce n'est pas mystique, ok. On vient ici démystifier l'énéagramme pour vous dire que c'est un outil d'une puissance extraordinaire et que justement, se centrer sur l'usage du comportement ne suffit pas en entreprise et qu'il faut aller chercher qu'est-ce qui peut stresser la personne, amener peut-être à aménager l'environnement, mais surtout à transformer la personne et à prendre sa responsabilité dans sa vision qu'elle a de la situation et changer et optimiser sa façon, sa psychologie pour que ce soit plus efficient au quotidien. Ben merci Johan. Je pense que tu as bien fait de les faire parce qu'il fallait aller vite et on sait que le Énéatype TUF est lent, donc je t'ai laissé je t'ai laissé la main pour tout faire et merci beaucoup. Écoutez, on a déjà du retard. On va vous remercier pour votre participation. On espère que vous avez pu obtenir ce que vous étiez venu chercher dans cette présentation. Bien sûr, comme vous l'avez compris, on peut aller plus loin, ça va être plus précis. Je vois qu'il y en a beaucoup qui me demandent du coup, alors je trouve ça super, hein, des tests et tout ça. Ouais, Ce qu'on peut il y a vous plein dire, de questions, hein. C'est dommage. c'est dommage, mais en tout cas, en ce qui concerne les tests, c'est pas ce qu'on préconise pour une bonne raison, c'est que les tests ne sont pas forcément fiables, pas à 100%, et se tromper sur son énéatype peut nous amener encore dans plus de difficultés en fait, et ce serait vraiment dommage. Donc, intéressez-vous aux livres, intéressez-vous à des programmes de formation. Enfin, en tout cas, il y a moyen de faire une introspection accompagnée, hein. Vous pouvez trouver des livres ou des livres d'occasion qui peuvent être. J'en ai donné un dans le chat là, qui s'appelle Trouver son énéagramme, qui a été fait par David Daniels et Virginia Price, qui a été préfacé par Hélène Palmer. Retenez bien ce nom, Hélène Palmer, qui est vraiment une psychologue américaine qui a fait beaucoup de travaux, une des précurseurs là-dedans. Donc retenez ce nom et tout ce qui est en lien avec Hélène Palmer, vous pouvez y aller, mais travaillez sur cette introspection accompagnée de livres ou d'une personne coach qui connaît l'énéagramme, qui peut vous accompagner là-dedans, parce que c'est important de vous retrouver dans le bon énéatype pour pouvoir aller plus loin. Voilà, c'est notre conseil. Je finirai en disant il y a plein de questions intéressantes auxquelles on ne peut pas répondre, donc n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn. Si vous avez des questions, on vous répondra bien évidemment avec plaisir. Bien sûr, n'hésitez pas. On vous souhaite une excellente journée. Nos excuses pour ce retard. On a apprécié ce temps avec vous et à une prochaine fois sur un prochain webinaire. Bonne journée. Merci. Au revoir.